Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Les votes, les résultats et les réactions des acteurs et des populations. Dans un an, le Togo doit organiser des élections législatives. Le pays tirera-t-il leçon des derniers développements en cours dans certaines capitales africaines? Sur le chemin des prochains scrutins, au Togo, il y a le débat des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Dans une semaine, ces réformes contenues dans la PG auront 11 ans. Sous quel signe les Togolais observeront-ils cet anniversaire? La PG reste-t-il en vie dans l'esprit de tous les acteurs politiques du Togo? La limitation du mandat présidentiel et le scrutin uninominal à deux tours sont constamment revenus cette semaine. C'est à la faveur de la tournée de la commission de réflexion pour les réformes politiques. Que doit-on retenir de la nouvelle semaine de contact de terrain dans les régions de la Kara et du centre? À l'intérieur du pays et à Lomé, l'annonce d'une nouvelle marche synchronisée passe en boucle dans certains milieux politiques. Le PNP va tester les routes et les rues du Togo. Le leader du parti nationaliste panafricain a choisi le samedi 19 août pour marcher dans 5 localités du Togo et à l'extérieur du pays. La marche dite de libération du Togo fera suite à la manifestation de Cap 2015 à Lomé. Plusieurs jours après cette mobilisation, le débat continue autour des rapports entre Cap 2015 et le groupe des 6. Quelle est la température entre les deux regroupements politiques? Est-ce la fin d'une aventure qui n'a pas vraiment commencé? Notre invité est le président par intérim du Parti des Togolais, Nathaniel Olympio. Il est membre du groupe des 6. Pour participer à l'émission dans 45 minutes, nos numéros sont 96 50 34 37 ou 22 46 19 05. Le technicien du jour est Romaric Freitas. Nathaniel Olympio, bonjour. Monsieur Pierre Tiegbe, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci de m'avoir invité. Ce dimanche, une question revient sur beaucoup de lèvres, notamment dans les capitales africaines. Est-ce que l'Afrique doit continuer par organiser des élections? Je pense que lorsqu'on s'engage dans une politique de type démocratie, la démocratie est conçue pour être rythmée par l'organisation d'élections qui donne l'occasion aux citoyens d'un pays de mesurer le travail effectué par les élus en place et d'apporter une appréciation à travers un nouveau vote. Donc, il est indispensable qu'on organise des élections dans nos pays en Afrique. Il est surtout indispensable que ces élections soient l'occasion de communion de l'ensemble des citoyens qui, lors de ce scrutin, vont exprimer chacun isolément et dans sa conscience le choix qu'il porte sur les futurs dirigeants du pays. Et cela doit se faire dans la conservation de la paix. Cela doit se faire dans la transparence surtout, et cela doit se faire dans le respect des procédures, des règles et des lois qui sont en vigueur pour que, au sortir du scrutin, les élus soient pleinement élus par les citoyens et ceux qui sont battus rentrent dans l'opposition. Malheureusement, ce n'est pas dans ce schéma que généralement les élections se déroulent et il faut que nous arrivions en Afrique à améliorer les conditions dans lesquelles nous appelons les citoyens à exprimer leur vote. Quand on regarde l'actualité africaine, ce dimanche, les regards sont de nouveau tournés vers le Kenya où ont lieu les dernières élections présidentielles remportées officiellement par le président sortant sur le terrain de la contestation. On dénombre déjà au moins 11 personnes tuées. Est-ce que c'est quelque part que le pouvoir n'a pas assez anticipé ce dénouement-là qu'on est en train de connaître au Kenya? Il faut rappeler que le Kenya est un pays qui a souffert il y a une dizaine d'années des conséquences extrêmement graves de l'élection présidentielle. Je pense que c'était en 2007. En 2007. Voilà, en 2007. Et il y a eu, d'après les chiffres des Nations Unies, 1 millier de morts. D'ailleurs, ceci a amené le chef de l'État élu à se présenter personnellement devant la Cour pénale internationale pour répondre des accusations qui étaient portées contre sa personne dans le cadre de ces tueries de masse. C'est vrai que sur le continent ailleurs, on a des situations similaires qui n'ont pas conduit
le chef de l'État en question devant la CPI. Donc il y a eu quand même au Kenya une prise de conscience et une prise de responsabilité. Et si je vois les positions des uns et des autres aujourd'hui au Kenya, les responsables beaucoup appellent au calme des citoyens, beaucoup appellent à contester auprès des institutions. Et donc il faut espérer que le début de violence que nous observons ne soit que des cas isolés qui ne vont pas conduire à une déflagration comme on l'a connu par le passé. Quand je parle tantôt de l'anticipation, on a vu au Kenya et ces derniers jours de hautes personnalités, notamment l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry, et même leur présence n'ont pas dissuadé finalement ce dénouement que nous sommes en train de vivre, de connaître au Kenya. Oui, le Kenya, vous savez que les élections là-bas, c'est une occasion de grande passion et le peuple kenyan est très impliqué dans la question politique et la question électorale particulièrement. Et le monsieur Raila Odinga, qui est un opposant de très longue date, hein, je pense que d'après ce que disent les gens, il est pratiquement à sa dernière grande bataille électorale, 72 ans je crois qu'il a. Et donc, il y a beaucoup de passion autour de tout ça. Et il faut simplement espérer, il faut simplement prier pour que ce pays ne sombre pas de nouveau dans la violence aveugle et que les citoyens ne soient pas, par les uns ou par les autres, entraînés dans une spirale qui n'est jamais bon pour le pays et encore moins pour les citoyens. Donc oui, il y a eu quand même anticipation parce que tout le monde a à l'esprit ce qui s'est passé en 2007. Oui, il y a eu anticipation, mais visiblement le peuple n'a pas toujours suivi les appels qui ont été lancés. Et on n'est pas encore à des étapes extrêmement dramatiques, donc il faut espérer que les choses vont reprendre une voie d'apaisement. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir si le continent africain a progressé ou pas. Ça fait 25 ans au moins que les Africains testent des élections sur le continent et aujourd'hui Paul Kagame qui gagne avec près de 98% des voix, le Sénégal qui est sorti d'une élection législative et contesté quelque part par l'opposition. Est-ce qu'on a progressé, on a stagné, on a régressé en Afrique? Non, je pense que d'abord l'Afrique n'est pas homogène, hein, et chaque pays a son rythme et a sa réalité, mais on peut néanmoins dire que de manière globale, il y a progression dans la démarche démocratique. Et vous prenez l'exemple du Sénégal. Le Sénégal, malgré l'expérience que vous êtes en train d'évoquer de contestation qui a eu lieu lors des dernières élections législatives, là, et le Sénégal demeure un pays démocratique. Le Sénégal est un pays qui a connu des alternances. Le Sénégal est un pays où l'on a les résultats des élections le jour du scrutin, par exemple. Donc tout cela dénote une réelle progression qui s'est opérée. Il y a un certain nombre de pays comme ça que l'on peut citer. Et vous évoquez également le cas du Rwanda, où nous avons des résultats qui frisent les 98%. Le Rwanda est un cas qui est tout à fait spécifique compte tenu de son histoire récente. Vous savez que c'est le dernier pays en Afrique qui a connu un génocide en 1994, qui a traumatisé l'ensemble des citoyens de ce pays et qui a d'ailleurs été très marqué par une implication directe ou passive de la communauté internationale qui elle-même s'est sentie quelque part, je dirais, coupable de non-assistance à peuple en danger. Et donc, au sortir de cette crise majeure qu'a connue le Rwanda, je pense que les citoyens rwandais se sont tous recentrés, ils ont tous senti la nécessité de regarder dans une même direction et de progresser. Et donc, le chef charismatique du moment, le président Kagame, a cristallisé un peu toute cette union du peuple rwandais. Et donc, on observe ces scores-là. Mais il faut également dire que aujourd'hui, ce que l'on observe, une sorte d'attirance des chefs d'État de nos sous-régions, de notre sous-région, vis-à-vis du président Kagame, dans la fermeté avec laquelle il dirige son pays. Oui, tout cela, ça peut susciter quelques admirations, mais ce que nos chefs d'État doivent également intégrer, c'est que
le président Kagame a démontré qu'il avait une vision pour son pays et il avait un cap qu'il suivait et qu'il continue de suivre, et il marque des points sur le plan économique, sur le plan diplomatique. Je peux vous rappeler que de tête, je crois que c'est le 24 novembre 2006, le Rwanda avait, dans la défense des intérêts de son pays, le Rwanda donc rompu ses relations diplomatiques avec la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je ne dis pas que c'est ça la solution, mais ça dénote quand même que ce pays, avec son chef d'État, a une réelle emprise sur l'avenir du pays, avec des décisions fortes, avec des engagements qui, on le voit aujourd'hui, produisent des résultats appréciés par les... Donc c'est pas surprenant, les 98%. Mais ce qu'il faut également ajouter, je parlais de la spécificité de ce pays avec son histoire récente qui conduit à cette union sacrée, mais en même temps, je pense que on ne peut pas être dans cette situation de manière durable. C'est pour ça d'ailleurs qu'on commence à voir une opposition se construire petit à petit. C'est encore très, très, très fragile et très balbutiant, mais ça va dans le sens de l'histoire, parce que déjà il y a eu des contestations quand le président Kagame a été réélu pour le mandat qui est en cours en ce moment-là, et ce qui n'avait pas été le cas lors du second mandat qu'il avait effectué, où vraiment tout le monde était derrière lui. Aujourd'hui, il y a eu quand même un certain nombre de contestations. Donc l'histoire va leur imposer beaucoup plus d'ouverture progressivement, pour que le jeu démocratique soit beaucoup plus équilibré, qu'on n'ait plus des scores que l'on qualifierait de soviétiques, comme on vient de le voir. Vous avez dit tantôt que l'Afrique n'est pas homogène, ça tout le monde le sait, et que chaque pays a sa spécificité, mais il y a une homogénéité quand on regarde les scores, ou quand on regarde ceux qui gagnent ces élections, que ce soit au Congo, au Sénégal, au Rwanda et là au Kenya. Les partis au pouvoir, ce sont les partis au pouvoir qui gagnent. Oui, ce sont les partis au pouvoir qui gagnent dans les exemples que vous avez cités, mais je disais tantôt que nous avons déjà vu au Sénégal l'opposition gagner. Donc ce n'est pas parce que le parti au pouvoir gagne que systématiquement il y a anguille sous roche. Ce sont les conditions dans lesquelles l'élection est organisée qui est finalement le véritable enjeu. Et quand l'élection est organisée avec des règles claires et transparentes, et qu'il y a équité dans le traitement des choses, de la chose électorale, en ce moment-là, peu importe qui gagne, et la personne aura gagné de manière transparente et selon la volonté du peuple. Mais quand, visiblement, tout est fait pour que l'élection soit au profit d'un groupe donné ou d'un camp donné, en ce moment-là, la contestation est légitime, parce que les citoyens sentent qu'on les a privés d'un droit d'exercice de leur vote, et cela n'est pas de nature à ramener ou amener la paix dans le pays. L'après-élection est toujours un enjeu que les dirigeants doivent avoir à l'esprit. Et c'est légitime que les peuples et les partis d'opposition contestent des résultats si, dans toute la procédure qui a conduit à l'organisation du scrutin, il n'y a pas eu des éléments d'apaisement, des éléments de satisfaction qui ont été des signaux de satisfaction qui ont été adressés aux populations et à l'opposition. À l'issue de cela, la contestation est au rendez-vous. D'ailleurs, si je reviens sur le cas du Kenya, cette élection présidentielle, avant même que le scrutin n'ait lieu, l'opposition commençait déjà à contester les conditions dans lesquelles c'était organisé. Donc ça présageait déjà de la situation qui allait prévaloir après cette élection-là. Et donc l'enjeu n'est pas tant que ce sont uniquement ceux qui organisent qui gagnent, l'enjeu c'est dans quelles conditions ceux qui ont organisé ont gagné. Et c'est là que nous devons en Afrique nous battre pour que le jeu électoral soit un jeu d'équilibre et non un jeu qui impose à l'opposition la portion congrue des lois, la portion congrue des procédures, et que finalement on aille aux élections avec un parti qui a tout gagné d'avance. Quand on regarde les dernières organisations, les dernières élections, le constat est quand même clair que ceux qui organisent, ce sont eux qui gagnent pour la plupart des cas. Cela m'amène à vous poser une question sur le choix entre les hommes forts ou les institutions fortes, puisque le président Barack Obama en avait parlé en Afrique.
Si aujourd'hui le Sénégal, qui est cité en exemple comme un modèle de démocratie, vient d'être pointé du doigt par un ancien président, Abdoulaye Wade, ça veut dire que quelque part il y a un problème. Est-ce qu'au Sénégal, les gens choisissent entre les institutions et les hommes? Non, je pense qu'en réalité, quand vous regardez la plupart des textes et des institutions, les textes qui régissent les institutions en Afrique, vous allez voir que ces textes sont généralement bien construits et sont généralement élaborés dans le respect d'un certain nombre de normes démocratiques, de manière générale. Mais le plus souvent, c'est la manière dont ces textes sont exploités ou interprétés par le pouvoir en place qui fait la différence. Donc, en réalité, la notion d'institution forte et d'homme fort, je pense qu'il faut nuancer ces notions-là. Il faut les nuancer parce que à partir du moment où les textes sont bons, donc ce qui présage en principe d'institutions fortes, et que derrière il y a des gens qui viennent et qui ne respectent pas ces textes-là, à ce moment-là, les gens s'arrogent la force de manière brutale en piétinant les textes, en piétinant les institutions, et cela fait quoi? Ça fait que finalement on rentre dans l'autoritarisme, on rentre dans une dictature qui affaiblit les institutions. Donc la force de l'institution, c'est non seulement avoir des textes solides qui sont conformes aux règles démocratiques, mais c'est également d'avoir des gens qui sont suffisamment forts pour respecter ces textes-là et pour être en adéquation avec les préconisations de ce texte. Il faut des deux côtés les textes structurés de manière à consolider la démocratie, et il faut de l'autre côté les gens qui sont suffisamment forts dans leur tête pour ne pas céder à la tentation de manipuler les textes et de les utiliser à leur seul et unique avantage. Donc nous devons avoir des gens vertueux et respectueux des textes, et nous devons avoir des textes qui soient solides, ancrés dans la démocratie. Oui, une fois n'est pas coutume, les auditeurs ont sans doute compris pourquoi est-ce que nous parlons abondamment d'élections à l'entame de cette émission, puisque l'année prochaine, le Togo va organiser des élections législatives. Est-ce qu'on peut déjà s'attendre à une nouvelle victoire du parti au pouvoir? Il faut surtout que le peuple togolais se mette en ordre de bataille pour que cette élection soit une élection organisée dans les règles de l'art. Parce qu'au Togo, on a trop dévoyé la chose électorale à telle enseigne que cela n'est plus une action qui rythme dans le bon sens du terme la vie politique du pays. Les élections telles que c'est organisé au Togo deviennent de manière périodique des occasions de disputes, des occasions de déchirures et des occasions de violence. Et tout l'enjeu aujourd'hui s'inscrit dans la manière dont les prochaines élections vont être organisées. Et donc l'enjeu n'est même pas l'élection en elle-même, mais l'enjeu c'est comment cette élection est organisée. Et nous pensons que aujourd'hui c'est sur cet aspect-là que nous devons concentrer nos efforts pour que la règle et les règles démocratiques que nous sommes en train de rechercher depuis tant d'années, on puisse les obtenir, du fait qu'aujourd'hui ce régime qui est en place ne laisse pas à l'opposition des voies de dialogue, ne laisse pas à l'opposition un cadre de concertation pour que les choses se fassent de manière apaisée. On nous impose la force parce que le régime veut passer en force en imposant son rythme, en imposant ses décisions, en imposant leurs orientations. En ce moment-là, il ne reste à l'opposition et aux citoyens togolais que de faire frontalement face à cette situation-là. Sur la question de savoir si le parti au pouvoir va gagner ou pas, je pars du constat que si vous prenez la Mauritanie, qui a organisé dernièrement un référendum, si vous prenez la Côte d'Ivoire, qui a également organisé un référendum, dans ces pays, c'est les points de vue des partis au pouvoir qui sont passés. Et puis les dernières élections, que ce soit au Sénégal, au Congo, au Rwanda ou au Kenya, c'est pour cela que je vous pose la question. Est-ce que vous êtes inquiet déjà que l'année prochaine, ce qui s'est passé dans ces pays-là se passe aussi dans notre pays? Oui, nous sommes inquiets au Togo, et ça n'est même pas par rapport à ce qui s'est passé dans ces autres pays, parce que le cas du Togo est tellement emblématique dans la négativité que
Et nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets parce que nous voyons comment le régime ne porte pas une oreille attentive à ce que dit le peuple, une oreille attentive à ce que dit l'opposition. Le régime avance à son rythme et selon son programme. Et donc nous sommes inquiets parce que cela présage de lendemains d'élections qui ne soient pas des lendemains d'élections faciles pour personne. C'est pour cela que nous devons nous lever tôt pour faire en sorte que nous puissions obtenir des conditions de transparence, que nous puissions obtenir un fichier transparent, un fichier qui soit conforme à la réalité de l'électorat togolais. C'est pour ça que nous devons anticiper pour que les réformes puissent être au rendez-vous et non pas que l'on mette en place des mécanismes qui tendent à flouer encore une fois le peuple togolais. On peut évoquer cette tournée qui est en cours en ce moment de la mission de la commission de réflexion sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Tout cela relève d'une comédie finalement, d'une triste comédie. Nous parlerons de cette tournée de Mme Ouanana dans un instant, mais dans l'anticipation, est-ce que vous n'êtes pas confronté quelque part à un mur de silence? C'est bien ce que je suis en train de souligner. Il y a des dirigeants de ce pays qui n'accordent aucune oreille attentive à ce que dit le peuple togolais, à ce que dit l'opposition. Et c'est ça qui constitue le danger et le risque que nous courons tous. Parce que on ne peut pas imaginer que le Togo puisse prospérer dans la paix s'il n'y a pas de dialogue. On ne peut pas imaginer que le Togo, qui est dans une situation de crise politique permanente, ne puisse pas avancer sans dialogue. Et cela n'est pas compréhensible de la part de nos dirigeants, parce qu'ils savent pertinemment que cette fuite en avant, ils vont finir par se retrouver au pied du mur à un moment ou à un autre. Ce n'est qu'une question de temps. Et c'est pour ça que l'opposition n'arrête pas depuis quelque temps à appeler au dialogue, à appeler à la concertation pour que nous trouvions ensemble des solutions. Aujourd'hui, le régime togolais se vante beaucoup de la stabilité que le Togo connaît. Mais moi, je souligne qu'il s'agit là d'une stabilité de résignation du peuple togolais. Au Parti des Togolais, nous sommes résolument engagés dans la construction de la paix, dans la construction active de la non-violence. Nous participons de manière active à la non-violence. C'est cette non-violence et cette activité de la non-violence qui conduit à la construction par tous les citoyens de la véritable paix. Aujourd'hui, nous avons une stabilité de résignation. Et tant que les gens sont résignés et que c'est la peur et c'est la fatigue, la lassitude qui amène les gens à ne pas réagir et on considère cela comme une stabilité, je pense que nos dirigeants se trompent. Et c'est pour ça qu'il est encore temps que les dirigeants prennent conscience qu'il y a dans le pays une grande frustration sociale. Il y a une grande frustration sociale au Togo et ce n'est un secret pour personne. Et de notre côté, il y a une grande frustration politique. Aujourd'hui, ces deux frustrations avancent de manière parallèle, mais le jour où les frustrations politiques, en ce moment-là, je pense qu'il se produira au Togo et un certain nombre de choses que nous ne souhaitons pas. Mais ma foi, quand on voit le comportement du régime, il pousse les Togolais dans ce retranchement. Sincèrement, quand vous parlez de résignation des peuples, est-ce que vous ne craignez pas que cette résignation entame demain les partis politiques? Parce que quand on prend le fichier des partis politiques au Togo, il y a plus de 100 partis politiques, mais les partis qui sont en activité réelle, et on peut les compter sur le bout des doigts. Ben justement, je pense que vous faites bien de souligner que sur la centaine de partis que le parti au pouvoir aime brandir pour illustrer le fait que l'opposition est éclatée, je pense que c'est une manipulation de l'information qu'il faut remettre à sa juste valeur, et vous faites bien de souligner qu'il y a quelques partis qui sont en activité. Parce qu'en réalité, la centaine de partis qu'on considère, c'est comme si on prenait le fichier des naissances du Togo et on dit qu'il y a peut-être 20 millions de Togolais. Parce qu'il y a tous ceux qui sont décédés,
Donc voilà, il ne faut pas jeter l'anathème sur l'opposition togolaise en criant il y a plus de 100 partis au Togo et pour décrédibiliser un peu les partis d'opposition. La réalité c'est que oui, des partis se créent. Oui, parce que la loi l'autorise. Oui, parce que chaque citoyen togolais a le droit d'exprimer ses idées politiques. Et il a le droit de les exprimer dans la structure politique qui est sa volonté. Donc, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas eu une résignation pour certains leaders politiques? Parce que si on parle de 100 partis politiques, quelque part, il y a sur le papier certains partis dont les leaders sont encore en vie et qu'on n'entend plus. Oui, bon... Vous ne pouvez pas, nous sommes 7 millions de Togolais, vous êtes en train de parler de 100 partis, et dont la majorité n'est pas en activité, donc vous parlez d'une centaine de personnes en gros qui seraient résignées, d'après ce que vous êtes en train de dire. Donc je ne pense pas que ce soit ça qui empêche le peuple togolais de pouvoir prendre son destin en main. Même s'il n'y a qu'une vingtaine de partis qui sont en activité, c'est largement suffisant pour réveiller la conscience des citoyens togolais, et je pense que les citoyens togolais écoutent justement les leaders qui sont en activité. Je pense que les citoyens togolais sont toujours en alerte pour être prêts pour répondre aux mots d'ordre qui peuvent être lancés. Et vous citiez tout à l'heure des marches qu'il y a déjà eu, vous citez d'autres marches qui vont avoir lieu. Tout cela est de nature à participer à la sensibilisation et au réveil de la conscience togolaise, des citoyens togolais. Je pense que c'est une excellente chose et les partis politiques sont dans leur rôle dans ce sens-là. Ma question, je la repose autrement. Les partis politiques, oui, il y a un certain nombre qui sont encore en éveil, mais vu les résultats que ces partis obtiennent sur le terrain, est-ce que, à la limite, est-ce qu'ils ne seront pas fatigués, ces partis? Ils vont baisser les bras comme un certain nombre de Togolais ont finalement baissé le bras. La lutte pour les libertés est généralement, une lutte longue et difficile, parce que nous avons généralement en face des gens qui s'appuient sur les structures de l'État, les moyens de l'État, la force de l'État pour maintenir les populations dans des conditions difficiles. Donc, personne n'a jamais pensé qu'une lutte pour la libération est une lutte facile. Elle est fastidieuse, mais il y a toujours et il y aura toujours des gens qui sont déterminés à s'engager, à se battre. Si les uns sont fatigués, il y en aura d'autres. Regardez aujourd'hui le paysage public. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la chose publique et à la chose politique. Donc la relève sera toujours assurée. Si les objectifs ne sont pas encore atteints aujourd'hui, demain, d'autres vont continuer. Moi, je suis entré en politique, ça fait quoi? Ça fait 3 ans. Je n'y étais pas il y a 4 ans. Donc il y aura toujours de nouvelles personnes qui vont apporter du sang neuf. Et c'est d'ailleurs utile que ce soit ainsi. C'est aussi le renouvellement des générations, et c'est aussi le renouvellement des idées, et de nouvelles forces vont arriver. Il faut d'ailleurs le souhaiter. Ceci dit, ce que nous sommes en train de poursuivre, c'est de pouvoir obtenir des résultats. Et le résultat final que nous sommes en train de chercher, c'est d'une part d'obtenir l'alternance, mais surtout, et c'est ça qui est fondamental, l'objectif final ne se limite pas à enlever un régime de dictature. L'objectif final, c'est de pouvoir instaurer la démocratie, c'est de pouvoir donner le développement au pays, et c'est de pouvoir donner à chaque citoyen l'opportunité de s'épanouir. C'est ça le vrai objectif. Ce que vous venez de dire là, en fait, je crois que c'est un passage du livre de votre frère, n'est-ce pas? Oui. Puisque l'objectif, ce n'est pas d'enlever une dictature. Je crois qu'on l'a lu quelque part dans ce livre. Oui, l'objectif ne s'arrête pas justement au départ d'une dictature. Parce que si c'était Est-ce que vous considérez le régime togolais comme une dictature? Le régime togolais est un système qui se voile, qui se drape d'un voile de démocratie, mais en réalité, nous sommes dans un autoritarisme vraiment... Non, mais en fait, la question... Excusez que je termine, s'il vous plaît. Nous sommes dans un régime qui se drape derrière une démocratie et qui a un autoritarisme exacerbé qui flirte avec la dictature. Aujourd'hui... Donc pour vous, c'est pas une dictature. Nous sommes dans des pratiques de dictature. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui. C'est la réalité. Nous sommes dans un régime où les pratiques de l'ancien temps sont revenues de manière très forte. Regardez, nous allons y revenir, mais regardez la tournée qui est en train d'être faite aujourd'hui, la commission de réflexion sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles.
Mais ça ne vous rappelle pas en 89, lorsque le général Yadema a fait parcourir le pays par ses ministres, qu'ils sont revenus dire haut et fort que le Togo ne veut pas la démocratie? Mais ce sont les démarches similaires, ce sont les démarches de dictature. Et donc je dis, oui, nous sommes dans une république, oui, nous avons déclaré que nous sommes en démocratie, mais toutes les pratiques qui sont en cours sont des pratiques de dictature. Ma question porte sur l'objectif de la lutte au Parti des Togolais, puisqu'il y a des débats autour de ces objectifs-là. Ce n'est pas forcément de faire partie une dictature, puisque beaucoup se posent la question de savoir finalement quel est l'objectif réel. Oui, pour nous, au Parti des Togolais, l'alternance est une nécessité. L'alternance est une nécessité absolue. Comme le disaient les évêques, c'est d'ailleurs un droit naturel que d'avoir l'alternance. Donc, personne ne peut contester cela. C'est indispensable, c'est naturel, c'est absolument inéluctable, ça arrivera. Mais on ne doit pas, ce que nous avons voulu préciser dans le livre, c'est qu'on ne doit pas remplacer une dictature par une autre dictature. Et pour qu'il n'en soit pas ainsi, il faut que les dispositions soient prises pour que, lors de l'alternance, on puisse véritablement instaurer la démocratie. Vous savez, il y a des exemples sur le continent et ailleurs où le peuple a réussi à se débarrasser d'un dictateur et derrière, ceux qui ont pris le pouvoir, eh bien, ont exercé également une autre dictature. Nous ne voulons pas cela pour le Togo. C'est pour cela que nous devons préparer les esprits à entrer dans une ère de véritable démocratie une fois que nous aurons obtenu l'alternance. L'alternance passe par des élections, et vous savez très bien qu'en Afrique, les élections étaient organisées il n'y a pas très longtemps par les ministères de l'Intérieur ou les ministères de l'administration territoriale. De plus en plus, on parle des commissions électorales nationales et indépendantes, mais quelque part, on ne comprend pas, oui, cette indépendance dont on affuble les commissions électorales, au final, les résultats restent contestés. Le problème, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est finalement une question de tradition en Afrique? Qu'on parle de commission électorale indépendante, mais que les résultats soient continués par être contestés? Je pense qu'aucune structure mise en place n'est de nature à résoudre les problèmes que nous connaissons dans nos élections. Aucune structure. Elle peut être, ça peut être le ministère, ça peut être une commission, comme on le met en place, ça peut être d'autres formats, ça peut même être, comme dans certains pays, un étranger qui vient présider ces commissions-là. Beaucoup de configurations peuvent être mises en place. Mais tant que les hommes qui vont animer ces structures-là n'auront pas la pleine conscience de leur rôle de neutralité, d'équité dans la gestion des structures qu'on les confie, nous serons toujours dans la contestation. Tant que les régimes en place, parce que ce sont eux justement qui sont à l'origine des manipulations des institutions et des textes, tant que les gens qui animent ces régimes-là ne vont pas comprendre que la chose publique doit être traitée avec transparence et équité, nous serons toujours dans la contestation. Tant que les gens qui sont au pouvoir seront toujours dans la dynamique de confiscation du pouvoir, nous serons toujours dans la contestation. Donc, en soi, ce n'est pas les instituts, ce n'est pas les structures qui sont en cause. C'est la manière dont les tenants du pouvoir impriment leur empreinte sur les institutions qui régissent la vie du pays. Et c'est ça qui fait tout le débat. S'il y avait, comme dans les pays occidentaux, l'équité, la neutralité de l'administration, et que l'administration n'est pas politisée à outrance pour servir l'exécutif, et que l'administration avait la liberté de fonctionner selon les lois de la République, mais personne ne contesterait. Pourquoi est-ce qu'on irait chercher des difficultés là où il n'y en a pas? Mais c'est parce que les tenants du pouvoir veulent toujours instrumentaliser nos institutions, veulent toujours instrumentaliser les hommes qui animent ces institutions à leur seul et unique bénéfice. C'est là toute la cause des difficultés que nos pays, et particulièrement le Togo, rencontrent. On a parlé des ministères de l'Intérieur ou des ministères de l'administration et puis des CENI. De plus en plus, on parle de CENI techniques. Mieux, on veut que ces CENI techniques-là soient dirigées par des étrangers. Ça a été le cas en Guinée-Conakry. Probablement, ça peut arriver également au Togo, on ne sait jamais. Mais est-ce que ça va être la solution? Mais je pense que ce que nous sommes en train d'entrevoir, de toute façon de voir de manière claire dans la démarche du gouvernement togolais, c'est simplement de mettre en place un tour de passe-passe
qui va permettre de mettre des amis et des défenseurs de leurs intérêts à la tête d'une structure qu'ils vont qualifier de CENI technique. Je pense que ce serait la pire des choses qui puisse arriver, parce que on va donner à une institution la dénomination, le caractère et le qualificatif de technique, sous-entendu, n'étant pas sous influence politique. Mais au final, d'après ce que nous sommes en train de comprendre, au Togo, ce sont les députés qui vont désigner ces personnes-là après qu'un cabinet international dit indépendant aura fait une présélection. On ne sait pas comment, les critères vont être élaborés. Et ensuite, ça va être par vote à l'Assemblée nationale que ces personnes seront désignées. Donc finalement, à l'Assemblée nationale au Togo, on sait que le parti au pouvoir a une majorité absolue. Au final, c'est ce parti au pouvoir qui va désigner tous ceux qui seront qualifiés de techniciens indépendants. Nous allons nous retrouver dans une situation extrêmement ubuesque où l'opposition n'aura plus rien comme observateur, n'aura plus rien comme acteur qui puisse être transparent et équitable dans la gestion de la chose électorale. Ce sera une situation pire que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est dans ce jeu-là que le gouvernement togolais est en train de s'engager. Et ça, c'est inacceptable. Et l'opposition ne va pas l'accepter. C'est pour cela que tout ce qui est aujourd'hui mené comme action de sensibilisation par les partis, par les regroupements de partis, eh bien, sont des démarches nécessaires et indispensables pour que le peuple se réveille. Quel est votre rêve? Quel est votre rêve d'une CENI technique? Mais moi, je n'ai pas de rêve de CENI technique. Mais en fait, vous n'en voulez pas. Je ne rêve pas. Non, la CENI n'est pas mon rêve. Mon rêve, c'est de voir les Togolais épanouis. Mon rêve, c'est de voir le Togolais se développer. Mon rêve, c'est de voir la démocratie s'installer au Togo. Oui, mais ne réduisez pas ce qui intéresse les Togolais à une série technique. Non, je ne réduis pas le rêve. En fait, ce qui intéresse les Togolais à une série technique. Mais vous savez très bien, quand vous évoquez l'épanouissement, ça peut passer aussi par une alternance au pouvoir. Ça peut passer également aussi par un bon comportement des acteurs politiques autour du jeu électoral. Ce que moi, je souhaite et je veux de toutes mes forces, c'est que l'élection au Togo soit organisée dans des règles de transparence, dans des règles d'équité, peu importe la structure qui est mise en responsabilité pour gérer cette élection-là. Il faut que les règles qui sous-tendent la gestion de la chose électorale soient des règles qui soient les mêmes pour tout le monde. Il ne faut pas que nous ayons un fichier qui soit complètement au désavantage d'un camp. Il ne faut pas que nous ayons des hommes et des femmes qui sont instruments du pouvoir et qui sont là pour défendre uniquement les intérêts des tenants du pouvoir. C'est cela qu'il faut dénoncer et qu'il faut casser. Ce que nous voulons, c'est que le Togolais puisse être respecté dans ses choix de ses dirigeants, c'est que les Togolais puissent avoir la dignité de dire oui, j'ai voté pour telle personne et c'est telle personne qui dirige le pays parce que nous avons porté notre voix sur cette personne. C'est ça qui fait la fierté du Togolais et c'est ça qui fait la dignité du Togolais. Aujourd'hui, ce qui se passe, eh bien, on a tué la dignité du Togolais, on a tué la fierté du Togolais et ce n'est pas acceptable. Ce que vous dites, c'est beau, mais en fait, quelque part, il faut qu'il y ait une structure pour organiser des élections dans un pays comme le nôtre. Mais c'est ce que je n'arrête pas de vous dire, que la structure, ce n'est pas en elle-même l'enjeu. Ce n'est pas la structure en elle-même l'enjeu. Mais dans certains milieux, c'est l'enjeu. Dans certains milieux, c'est clairement l'enjeu. Mais ce sont les hommes qui animent ces structures, qui doivent avoir l'esprit d'équité, qui doivent avoir l'esprit de responsabilité, qui doivent savoir que c'est le sort de citoyens qui sont en jeu, de millions de citoyens qui sont en jeu dans l'exercice de leurs responsabilités à eux. Donc, peu importe qu'on l'appelle technique ou que ce soit un ministère ou que ce soit une CENI telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est la manière dont elle fonctionne. Et tout est dans le fonctionnement. Si nous n'avons pas le fonctionnement qu'il faut, si nous n'avons pas le respect de nos textes, si nous n'avons pas l'assurance que les hommes qui animent ces institutions les animent avec l'idée de probité morale, avec l'idée de respect de la personnalité nationale, c'est-à-dire respect du Togo, tant que nous n'aurons pas ça, eh bien, il y aura toujours des petits malins qui vont essayer de faire bénéficier leurs copains de certains avantages et de manière à ce qu'ils restent au pouvoir pour continuer la prédation du pays. Dans un instant, les auditeurs vous poseront des questions puisque nous sommes en train de nous diriger justement vers cette tradition-là. Mais il y a une question
qui est posée, qui fait débat ces dernières semaines, ces derniers jours dans les médias, et les Togolais ne savent pas si c'est une certaine brouille entre vous au niveau du groupe des 6 et le CAP 2015. Tout est parti de la non-participation de votre regroupement politique à la dernière marche de CAP 2015. Quelle est la température entre vous? Je pense que les journalistes font beaucoup de supputations et beaucoup d'analyses erronées pour la simple raison que nous avons, dans notre groupement de partis politiques, les 6 partis, nous avons pris la décision de travailler avec nos amis de CAP 2015 et nous sommes toujours dans cette dynamique-là. Mais c'est vrai que nous n'avions pas ensemble effectué la sortie qui a été faite par CAP 2015. Il faut savoir que nous sommes un regroupement jeune. Le CAP 2015 a l'expérience de cette pratique-là. Ils ont beaucoup plus d'expérience que nous dans la pratique d'organisation de ces événements. Et nous n'avons pas encore fait de sortie de ce type-là dans notre groupe. Donc, je pense que le cheminement qui est le nôtre, qui a été de mener une action de sensibilisation, de plaidoyer, d'ailleurs c'est comme ça que nous avons intitulé notre document et que nous avons produit, de plaidoyer, de démarches que nous avons qualifiées de diplomatiques. Et aujourd'hui, nous sommes à l'étape où nous allons vers les populations pour continuer le travail de sensibilisation et de plaidoyer. Donc, nous sommes en parfaite symbiose avec les objectifs que nous poursuivons avec CAP 2015 et nous continuons de parler ensemble, de réfléchir sur comment nous allons, dans un très proche avenir, faire en sorte que toutes les forces vives qui sont en activité aujourd'hui sur le terrain puissent converger dans une action décisive et de manière à ce qu'on puisse nous entendre. Donc, ne soyez pas du tout surpris que demain après-demain, nous puissions être ensemble. D'ailleurs, je peux vous dire que les rencontres que nous avons eues ont clairement préconisé que chaque groupe pouvait continuer ses activités tout à fait normalement comme par le passé. Et nous aurions pu très bien aller ensemble dans cette manifestation-là. Et le fait de n'y être pas allé ne veut absolument pas dire qu'il y a dissonance ou il y a... Donc il n'y a pas de problème entre vous? Absolument aucun problème. Mais pourquoi est-ce que vous parlez des journalistes spécifiquement et vous dites qu'ils se trompent dans l'analyse? C'est vous qui avez évoqué le sujet. Oui, donc, mais en fait, c'est une question qui est évoquée aujourd'hui par l'opinion. Les Togolais, même à la maison, oui, débattent autour de ces questions. De l'absence de... C'est pour ça qu'on explique, parce que quand on n'a pas les éléments d'appréciation... Quand vous parliez des journalistes qui se trompent... Quand vous n'avez pas les éléments d'appréciation, c'est normal que vous fassiez des supputations. Non, mais en fait, c'est que... Oui, mais... oui. Là, je vous donne les éléments, et donc je suis sûr que vous allez porter ces éléments à l'attention de vos auditeurs. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont compris, enfin, pourquoi, et ceux qui nous écoutent ont compris que demain, après-demain, ils verront que nous allons tous être la main dans la main pour faire face à ce régime-là. Est-ce que vous pensez que les Togolais qui nous écoutent sont convaincus par ce que vous venez de dire? Écoute, moi je dis les choses telles qu'elles sont. Non, mais en fait, je le dis telles qu'elles sont. Oui, puisque vous parliez de regroupement jeune. Quand je regarde votre regroupement, Maître Apévon, même si son parti est jeune, oui, il a la pratique des manifestations de rue. Quand on prend Fulbert Atisso, son parti, il a la maîtrise des manifestations publiques. Vous-même, vous êtes en politique, ça fait 3 ans. Écoutez, monsieur Atiogbe, écoutez. Et nous ne parlons pas des individus ici. Nous sommes en train de parler d'un groupe. Quand vous avez introduit le sujet, vous avez parlé d'un groupe et d'un autre groupe. Et je m'exprime en parlant de ces entités, de ces groupes-là. Je ne parle pas des individus. Oui, mais en fait, l'expérience d'un individu... L'expérience d'un individu est forcément différente de l'expérience de plusieurs individus au sein d'un groupe. Et donc, il faut construire une identité à ce groupe-là. Il faut construire une manière de faire. C'est la raison fondamentale. La raison fondamentale, c'est que nous avons tous décidé que le moment venu, nous allons unir nos forces ensemble avec tous les acteurs qui veulent le changement pour porter la voix de manière unitaire. Ce sont des choses qui vont arriver. Cela veut dire que demain, on peut vous retrouver sur une même manifestation, groupe des 6 et CAP 2015. Mais bien, c'est l'idée qui a été à l'origine de ce travail en commun que nous sommes en train de faire. Donc ne soyez pas trop pressés, je comprends. Ça fait des années que les Togolais attendent que les choses changent et ils peuvent être légitimement impatients
que nous ne soyons pas encore ensemble dans des actions unitaires. Mais je peux vous garantir que c'est ce qui est en train de se préparer, c'est ce qui est en train d'être envisagé et c'est ce que nous allons faire. On n'a pas d'autre choix de toute façon que de travailler ensemble. Vous nous écoutez sur Pyramide FM. Notre invité, c'est le président par intérim du Parti des Togolais, Nathaniel Olympio. Et comme le veut la tradition, à partir de cet instant, vous, auditeurs, vous pouvez lui poser des questions sur nos deux numéros 22 46 19 05, 22 46 19 05 ou 96 50 34 37. Le premier auditeur est déjà en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, vous êtes en direct. Mais je vous salue. Bonjour. La première question, ou la question que moi je voudrais poser, à M. Olympio, tout d'abord, nous avons Nana Awa, qui a démissionné en 1988 pour l'équipe de l'Union civile de le pays actuellement. Mais c'est quelqu'un qui est fortement le comité de réflexion sur les réformes. Nous craignons pas faire des élections et que les stations est à venir sera vraiment catastrophique ou bien Monsieur Sandine, oui, quel est le rapport entre la commission de réflexion dirigée par Ouattara et... Ok. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Ben, écoutez, moi je suis ravi que cette question vienne puisque nous n'avons pas... Dans ce pays, il y a beaucoup de personnes compétentes dans leur domaine d'activité qui souvent se sont cachées derrière le voile de leur fonction, de leur métier pour afficher une certaine neutralité. Mais dès lors qu'ils commencent à exercer une fonction dont l'impact est politique, eh bien, on voit les gens se dévoiler de suite. Je pense que cette commission, d'abord, sa raison d'être est contestée par l'opposition, par le peuple togolais également. Parce que cette commission qui est supposée travailler sur des thèmes qui émanent de l'APG, eh bien, cette commission ne respecte aucune disposition de l'APG. Et ça, c'est déjà problématique pour la finalité qui est poursuivie. Deuxième chose, on organise une tournée nationale, soi-disant pour écouter les populations, et finalement, on constate que l'on veut faire un lavage de cerveau aux populations, en leur intimant pratiquement l'ordre d'accepter les desiderata des personnes qui composent cette commission-là. C'est inacceptable. C'est une démarche, c'est une fraude intellectuelle que de fonctionner comme ça. Et quand nous entendons dire par voie de presse que organiser des élections à 2 tours est préjudiciable pour les finances d'un pays, moi je suis horrifié, je suis scandalisé. Où veut-on amener le Togo? Cette commission doit être stoppée dans son avancée parce que ce n'est pas ce qu'on attend d'elle. Et c'est vrai que le peuple togolais, du fait qu'on utilise son argent pour organiser ses sorties, eh bien, ce qu'on n'a pas voulu entendre à travers les sondages qui sont faits, ce qu'on n'a pas voulu entendre à travers les propos des hommes politiques de l'opposition, eh bien, le peuple togolais est en train de le leur crier haut et fort en direct par eux-mêmes. Le peuple togolais exprime ce qu'il veut. Le peuple togolais dit clairement qu'il veut une limitation du mandat. Le peuple togolais veut qu'on ait en place un scrutin uninominal à 2 tours. Donc, tout cela montre que, vous allez constater avec moi par la suite, c'est simplement pour gagner du temps que le gouvernement est en train de mettre en place cette tournée-là.
C'est simplement pour donner l'occasion de dire « Ah, nous sommes arrivés à une étape où on ne peut plus faire les réformes parce que il faut aller aux élections. » Eh bien, les Togolais ne tomberont pas dans ce piège-là. Donc pour vous, les Togolais sont vigilants et comprennent les manœuvres qui sont en cours aujourd'hui. Pour vous, est-ce que vous comprenez finalement les appels de certains partis de l'opposition qui appellent finalement les Togolais à aller massivement écouter et à parler avec les membres de cette commission? Mais je pense que les Togolais doivent dire ce qu'ils ont sur le cœur. Et ils ont beaucoup de choses sur le cœur. Et ils le disent. Ils l'expriment. Et quand on voit à Sokodé, à Kara, partout, là, à Dapaon, partout où la délégation de cette commission passe, les citoyens togolais disent qu'ils veulent les choses telles que leur volonté est exprimée. Ils veulent les limitations, ils veulent les changements, ils veulent la stabilité, ils veulent une CENI qui soit responsable. Mais les Togolais veulent simplement vivre en paix et en démocratie. Deuxième auditeur, allô? Allô? Allô, bonjour. Allô? Ce deuxième auditeur, on ne l'a pas encore. Quand on est... Allô? Oui, bonjour. Oui, Bozambo. Bonjour, monsieur Bozambo. Finalement, Bozambo n'a pas posé de questions. On va voir derrière Bozambo, on va prendre notre auditeur. Allô? Allô? Quand on écoute les cadres de votre parti politique, vous parlez de plus en plus de comédie. Vous parlez de comédie. Mais curieusement, on peut se rendre compte qu'à un moment donné, c'est un peu comme si vous commencez pas à apprécier ce qui se fait sur le terrain. Au départ, vous ne croyez pas à cette commission. Mais vu la tenue que prennent les événements sur le terrain, oui, les positions sont en train de changer. Non, pas du tout. Vous êtes en train de vous méprendre sur notre position. Et nous ne donnons aucun crédit à cette commission parce que congénitalement, elle est mal partie. Dans ses attributions, dans son chronogramme, dans la manière dont ça a été mis en place, congénitalement, cette commission, elle est faite pour diviser les Togolais. Ceci dit, puisqu'ils sont déjà sur le terrain et qu'ils disent qu'ils veulent rencontrer les citoyens togolais, mais on le dit aux citoyens togolais, dites-leur ce que vous voulez. Dites-leur que vous voulez le changement. Dites-leur que vous voulez que les élections se passent dans la transparence. Dites-leur que vous voulez les réformes. Dites-leur que vous voulez la décentralisation. Et c'est ce que les Togolais font. Donc vous appelez aussi, vous, vos militants, à aller les rencontrer? Mais il ne s'agit pas d'appeler les militants. Il faut que les Togolais sortent pour leur dire. Ce sont eux qui donnent l'occasion aux Togolais. Et je pense que, eh bien, profitons de cette occasion-là. Ce n'est pas de cette manière que nous aurions voulu que les choses se passent. Mais comme ça se passe ainsi, eh bien, dites-leur que vous ne voulez pas justement que ça se passe ainsi. Dites-leur que vous voulez que les réformes soient faites. Dites-leur qu'ils ont déjà suffisamment d'éléments et qui sont sortis de consensus et qui peuvent faire l'objet de votes. Dites-leur que vous voulez que ces votes-là aient déjà lieu. Nous avons largement discuté de limitation de mandat, on a largement discuté de scrutin de tours. Tous les ateliers ont confirmé que c'est ce qu'on doit mettre en place et bien qu'ils aillent voter. La commission, en principe, doit être à Tapamé demain lundi. Troisième auditeur, allô? Bonjour. Non, vous appelez comment? Oui, vous êtes en direct. Monsieur Kanidek, bonjour.
Bien, bien, merci, Khalil Dek. Je ne sais pas, oui, j'ai entendu ça aussi. Est-ce que à la marche du 19 août prochain, on verra le groupe des 6? Bon, je parlais tantôt des journalistes, et vous avez lu ça quelque part, donc ça a été écrit par un journaliste. Je ne sais pas où est-ce que le journaliste a eu cette information. En tout cas, je ne suis pas personnellement au courant. Tout ce que je peux dire, c'est que toutes les activités qui sont faites par les partis politiques, par les groupements de partis politiques pour sensibiliser la population est une bonne chose. Il faut sensibiliser la population. Et je pense que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que une fois que nous aurons largement fait ces sensibilisations, inéluctablement, ce qui va sortir de là, c'est que toutes les forces en présence puissent mettre en commun leurs énergies pour travailler ensemble. Et ça, on y arrivera de toute façon. Et donc, oui, nous avons commencé à travailler avec CAP 2015 et nous continuons de travailler ensemble. Les réunions sont planifiées. Et sur la question de vous retrouver avec PNP samedi, c'est... Non, aujourd'hui... C'est un canular? Aujourd'hui, je ne sais pas, je vous dis, je ne sais pas d'où cela est venu. Je ne sais pas qui a écrit cela. Mais j'ajoute que nous encourageons toutes les initiatives qui sont de nature à sensibiliser le peuple togolais et les marches contribuent également à cela. Et il faut poursuivre les activités de sensibilisation. J'ai 4e auditeur. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Monsieur Bawa. Oui, vous êtes en direct de votre question. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Bawa, cher ami Bawa, votre question, s'il vous plaît. Oui, mais en fait, puisque moi, par exemple, je n'ai pas la prétention de répondre à une telle question, moi je fais mon rôle de journaliste en lui posant des questions, puisque ce sont eux les acteurs politiques qui luttent pour demain éventuellement accéder au pouvoir. Le journaliste, même si demain Nathaniel Olympio devenait chef de l'État, le journaliste, il restera journaliste. Donc, la collaboration dont il parle, nous on le fait déjà en vous invitant sur nos antennes. Si Nathaniel Olympio devient le président de la République, la vie du journaliste au Togo va changer complètement. Elle ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui. Moi, en fait, ça c'est juste une promesse. Demain, c'est demain. Oui, mais l'engagement et la manière dont on avance dans le travail qu'on fait est de nature à présager de comment la personne sera dans son fonctionnement une fois qu'il aura les attributions entre les mains. Et je pense que la conviction et la détermination qui est la nôtre aujourd'hui, eh bien, est de nature à expliquer aux Togolais que ce que nous recherchons, ce n'est pas le bien d'un individu. Ce que nous recherchons, c'est l'épanouissement des Togolais. C'est que chaque Togolais puisse avoir les mêmes chances. Et cela passe par le respect de nos institutions, le respect de la dignité des Togolais, le respect de l'honneur des Togolais. Depuis 1990, est-ce que la presse togolaise n'a pas suffisamment accompagné le processus de transformation de notre pays? Est-ce que la presse ne s'est pas autant donnée que les acteurs des autres secteurs? Vous savez, nous avons des distorsions dans toutes les composantes de notre
de notre population. Donc, il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur tel groupe ou tel autre groupe, mais il s'agit d'avoir la lucidité de faire les constats qui s'imposent à nous tous. Hein. Un autre auditeur pour sa question, allô? Bonjour, vous êtes en direct, on vous appelle comment? Oui, vous êtes en direct. Hein. Monsieur Adigba Djezo, bonjour. Ça va bien, merci. Bien, merci. Salutations fraternelles à tous nos amis d'Anejo. 3 questions, rapidement les réponses. D'abord, il faut noter que le processus de réconciliation au Togo est corrompu. Ce processus est corrompu parce qu'il a été basé sur la justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle a ses mécanismes qu'on met en place et on ne peut jamais arriver à une réconciliation nationale sans passer par l'étape de vérité. D'ailleurs, la commission qui avait été mise en place s'appelle CVJR. Le V, c'est V de vérité. Mais je pense que dans toute la démarche qui est préconisée jusqu'alors, on ne voit pas transparaître ce concept de vérité. Et tant que les Togolais n'auront pas la vérité, les gens qui sont meurtris, les gens qui ont le cœur brisé, ne peuvent pas faire le deuil de leur drame. Et ça, ce n'est pas de nature à permettre la réconciliation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les organes qui sont mis en place. Je prends notamment le HCROUN et ensuite cette fameuse commission de réflexion sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Ces deux structures sont supposées émaner de l'APG et des autres textes de la Constitution de 92. Mais quand je vois la démarche qui est menée par le HCROUN, ça ne respecte pas du tout les dispositions préconisées par l'APG. C'est pour ça que j'ai appelé à la démission de la présidente du HCROUN. C'est pour ça que j'ai appelé à la dissolution du HCROUN, parce que ça ne répond pas aux prérogatives de l'APG. Donc, je ne pense pas du tout que cette commission soit de nature à apporter ce qu'attend le peuple togolais. Deuxième question. Je pense que les deux sont liés, et je parlais de réconciliation tout à l'heure. Si le Togo a choisi de s'engager dans la voie de la réconciliation, et à travers le mécanisme de justice traditionnelle, c'est bien parce que le Togo a choisi de ne pas aller auprès de la justice classique, où chaque coupable, chaque présumé criminel serait jugé par la justice classique. On a choisi la voie de la réconciliation. Et donc, ça suppose que derrière, il y ait également des mécanismes de pardon qui puissent être mis en place. Et quand on est dans la reconnaissance des faits, suivi du pardon de la part des victimes, à ce moment-là, on ne parle plus de traduire telle personne ou telle autre personne auprès de la justice classique. C'est ça le principe de la justice traditionnelle. Et nous devons donc au Togo aussi apprendre à
composer avec les instruments que nous mettons à notre disposition, c'est-à-dire une démarche de réconciliation. Nous devons apprendre à être en harmonie avec les dispositions de ces démarches-là. Et là également, c'est le rôle de l'exécutif, c'est le rôle du gouvernement de préparer les esprits des citoyens togolais à accepter d'être en mesure de pardonner. Mais si on ne prépare pas les citoyens, si on ne donne pas l'occasion aux présumés criminels de pouvoir reconnaître leurs crimes et de pouvoir dire leur part de vérité, il est très difficile d'obtenir la réconciliation. La deuxième partie de la question de l'auditeur porte sur les répressions qui s'abattent souvent après les élections. Il faut avouer que les toutes dernières élections au Togo n'ont pas connu les mêmes sorties, mais la crainte de l'auditeur, est-ce que cette crainte-là demeure? Oui, je pense que tant que les citoyens togolais n'auront pas constaté que ce régime veut véritablement que la réconciliation soit une réalité, c'est normal que les Togolais soient dans la crainte de répétition des mêmes choses, parce que c'est l'aboutissement de ce processus de réconciliation qui sera quelque part la garantie de non-répétition. Mais si tout cela n'est pas mis en place, c'est normal que les citoyens togolais... La dernière partie de la question, c'est une rencontre éventuelle avec le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Je ne suis pas sûr que si le chef de l'État est disposé à recevoir l'opposition togolaise, je ne suis pas sûr que l'opposition togolaise dise non. Ce que moi j'ai appris aujourd'hui, comme tous les citoyens togolais, c'est que le chef de file de l'opposition a souhaité à plusieurs reprises rencontrer le chef de l'État. Le chef de l'État a dit non. Je pense que nous ne pouvons pas faire l'économie de la discussion, du dialogue, si nous voulons sortir le Togo de l'impasse politique. Nous ne pouvons pas faire l'économie d'un cadre consensuel d'échange et de dialogue. On est obligé de se parler. Nous sommes tous des citoyens togolais. Nous sommes tous obligés de nous parler pour trouver ensemble des solutions. C'est la voie qui est la plus sage. Allô? Bonjour. Non, mais en fait, Bozambo, s'il vous plaît, vous aviez posé une question il n'y a pas longtemps. Vous laissez la possibilité à d'autres auditeurs d'intervenir aussi. S'il vous plaît, cher ami Bozambo, vous donnez la possibilité à d'autres auditeurs d'intervenir. Nous parlons de dialogue. Quand vous évoquez le dialogue, comment est-ce que vous l'imaginez? Les dialogues classiques que le Togo a connus, on se rappelle, et tous les dialogues qui ont réuni au pouvoir et opposition, et puis après il y a eu le CPDC et compagnie, et puis il y a aussi les discussions à l'Assemblée nationale. Quel est votre rêve de dialogue? Quand nous préconisons le dialogue, c'est pour éviter la violence. Parce que quand il n'y a pas de dialogue, les frustrations s'accentuent et nous acheminons, nous sommes confinés dans une voie qui nous traîne vers la violence. Il faut se parler. Ce n'est pas parce qu'on a parlé pendant plusieurs occasions et que les gens n'ont pas respecté leurs paroles qu'il faut cesser de se parler. Si on cesse de se parler, qu'est-ce qu'on fait? Si on cesse de se parler en togolais, qu'est-ce qu'on fait? Chacun va chercher des armes? Je pense que ce qui appelle à la violence, c'est la pire des choses qu'on puisse souhaiter pour le Togo. Allô? Oui, allô, bonjour. Quand j'évoque la question du dialogue, c'est une question qui est très importante et fondamentale. Vous voulez éventuellement qu'on ressuscite le CPDC? Ou vous voulez qu'il y ait de nouvelles assises sur la médiation des ambassadeurs, sur la médiation d'une structure internationale? C'est vrai qu'il y a eu des situations au Togo qui n'ont pas permis d'avancer dans le cadre d'un dialogue. Si je reviens sur l'APG a été signée sous l'égide de l'ancien chef d'État burkinabé qui aujourd'hui il n'est plus en place. Et finalement, il n'y a plus aucune autorité morale entre les deux protagonistes qui puissent dire voici ce que vous avez signé, respectez vos paroles. Parce que quand il y a différents, on va toujours chercher une tierce personne ou une tierce structure qui vient aider les gens à se parler. Mais au-delà de se parler, c'est la mise en place des résolutions prises et surtout le respect des engagements pris qui est important. Et quand il y a manifestement la mauvaise foi des autorités en place qui ont la force et que l'opposition n'a pas de coercition facile sur les autorités en place, oui, c'est vrai que la présence d'un
d'une structure tierce qui puisse faciliter les choses peut être souhaité. Mais quelle que soit la présence des structures, il faut que les Togolais sachent que c'est par eux-mêmes que l'évolution de la situation politique va se faire et c'est le respect des engagements qui va permettre que nous puissions avancer. Il faut, et on n'a pas le choix, et le gouvernement, le pouvoir public, le régime en place, ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas continuer cette fuite en avant de manière indéterminée. Allô. Bonjour. Oui, allez-y. Monsieur Kokou, bonjour. Bien, merci. Pour les deux questions. Oui, il y a une nouvelle question sur des journalistes. Je ne sais pas pourquoi on s'intéresse autant aux journalistes. Je ne sais pas. Comme je disais tout à l'heure, les journalistes font partie, ils sont une composante de notre population. Donc, ils fonctionnent selon la conscience de chacun et selon également la conscience de chaque citoyen, on fait les appréciations. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter à cela. Les Togolais eux-mêmes savent faire la part des choses entre les informations justes et la manipulation qui peut être faite par ailleurs par une certaine presse. Et les Togolais sont avertis aujourd'hui. Donc, ils savent faire le tri. Donc, c'est ça la réponse, votre réponse. Écoutez... c'est la première partie de sa question. La seconde question qu'il pose, je n'ai pas très bien compris son exemple, mais ce que j'ai... Moi, j'ai compris. Ce que j'ai très bien, ce que j'ai compris à la fin, c'est que notre groupe ralentirait d'autres. Si c'est bien cela, la question qui a été posée. Non, mais en fait, il voulait savoir si vous ne voulez pas vous entraîner en venant aux manifestations de CAP 2015, puisque vous-même, vous ne savez pas encore mobiliser les populations, en fait, en suivant les explications que vous donnez. Et si vous ne venez pas aux entraînements, comment est-ce que vous allez finir par comprendre comment est-ce qu'on mobilise? Écoutez, j'ai expliqué ici que nous avions mis en place, nous, une démarche que nous sommes en train de suivre. Et il faut souligner que c'est quand même une démarche qui est assez novatrice, puisque nous avons commencé par rencontrer les chefs traditionnels, nous avons rencontré les prêtres vaudous, nous avons rencontré les églises, les évêques, nous avons rencontré un certain nombre de corps de la société togolaise. Et nous sommes aujourd'hui à une étape de sensibilisation.
Donc nous allons passer auprès des populations pour les sensibiliser sur ce que nous sommes en train de faire et sur les enjeux du moment. Et ensuite, nous allons passer enfin à l'étape de manifestation publique. Donc pour nous, nous restons dans notre démarche préconisée depuis le départ. Et je peux vous dire que nous n'avons pas gardé ça secret pour nous. Nous avons partagé ça avec tous les gens avec qui nous travaillons. Un autre auditeur, allô? Allô? Il y a que la presse s'intéresse à un sujet qui est d'ordre économique ces dernières semaines, qui porte sur Togo comme en lieu place de Togo Télécom et Togo Cell. La presse, puisqu'on parle d'elle, une partie de cette presse, elle est inquiète. Est-ce que vous êtes inquiète également? Moi, je suis très inquiet par la gouvernance économique qui est en place au Togo. Je suis très inquiet parce que le Togo s'est engagé dans un endettement effréné qui va encore à l'avenir plomber nos capacités d'acquisition des ressources sur le marché de manière à financer nos budgets et notre développement. Et nous sommes aujourd'hui à presque 80% d'endettement par rapport à notre PIB, alors que nous venons à peine de terminer l'achèvement du PPTE, bien derrière les pays comme le Bénin ou le Burkina qui l'ont terminé beaucoup d'années avant nous, et pourtant eux ils sont encore aujourd'hui autour de 40% maximum d'endettement par rapport à leur PIB. Donc le Togo a une gouvernance économique qui m'inquiète au plus haut point. Deuxièmement, nous avons également un paysage des entreprises qui est complètement anachronique par rapport aux règles de création d'emplois, parce qu'on ne laisse pas la liberté à nos entreprises. Nous n'avons pas l'esprit d'initiative qui est promu par ce gouvernement, parce que, eh bien, quand vous mettez en place une entreprise, pour que cette entreprise soit prospère, il faut que vous soyez, eh bien, un affidé du régime en place. Sinon, vous ne pouvez pas prospérer. Ce qui fait qu'au Togo, nous n'avons pas de chefs d'entreprise qui soient libres dans leurs pensées, dans leurs choix politiques. On ne peut pas développer l'initiative privée dans ces conditions-là. Et les sociétés d'État qui sont en place, qui sont des sociétés dirigées de manière prédatrice, où les ressources de l'État sont complètement dilapidées, où nous voyons les sociétés dont on déclare la faillite, on les remplace par une autre, dont on déclare de nouveau la faillite, on les remplace encore par une autre. Nous avons vu dans ce pays des ministres qui disent qu'ils n'ont jamais tenu de comptabilité dans des grandes sociétés d'État. Donc tout cela crée la précarité et tout cela est de nature à accentuer le chômage des jeunes. On est en train de tuer l'initiative privée. Nous avons fait une grande conférence récemment avec les Américains, l'AGOA. L'AGOA qui donne la possibilité au Togo de pouvoir exporter un certain nombre de produits vers les États-Unis avec exemption de droits de douane. C'est parfait, mais il ne faut pas oublier que cette loi est en place maintenant, ça fait des lustres. Est-ce que le Togo nous a jamais fait un point pour dire voici ce que nous avons tiré comme bénéfice de ce contrat que nous avons avec le gouvernement américain? Moi, Nathaniel Olympio, je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on vient de faire une grand-messe où on nous dit que oui, dans les prochaines années, ça va se faire. Dans les prochaines années, on va bénéficier des choses. Est-ce que vous savez que quand même, il faut construire. Oui, là, il faut qu'il y ait... Il faut être éligible quand même à cette loi avant d'exporter sur le marché américain. Il faut être éligible. Bon, si on a fait la conférence ici, c'est bien parce que, eh bien, nous avons des textes qui vont dans ce sens-là. Mais la réalité pratique, c'est que les entreprises qui doivent bénéficier de ces accords politiques, les entreprises qui doivent être les acteurs de mise en œuvre de ces accords, mais ces entreprises, on ne leur donne pas les instruments qu'il faut. Et le premier instrument qu'il faut, c'est la liberté d'entreprendre. C'est la liberté de ces initiatives. C'est la liberté de penser. Nous n'avons pas ça. On nous impose une façon de penser quand on est chef d'entreprise. C'est pour ça que même les entreprises d'État ne peuvent pas être compétitives. Parce que ces entreprises ont généralement une situation de monopole. Vous avez cité le cas de Togocom, Togo Télécom qui devient Togocom aujourd'hui. Quand vous prenez les télécoms, vous prenez le Togo cellulaire, ils ont quoi? Pratiquement 80% du marché. C'est un monopole. Et le service qui est rendu, c'est un service catastrophique. Vous prenez l'Internet au Togo, c'est une aberration. C'est un pays où l'Internet coûte le plus cher dans la sous-région et nous avons les piètres performances au Togo.
comment les entreprises peuvent-elles se développer dans une économie numérisée aujourd'hui? Comment pourrons-nous développer l'économie numérique même si nous n'avons pas des structures qui soient fiables? On nous pompe l'air à longueur de journée avec l'économie numérique. Moi, j'ai entendu ce terme ici au Togo, ça fait je ne sais combien de temps, mais je n'ai encore jamais vu une entreprise prospérer dans ce domaine-là et qui puisse créer des emplois. Vous savez, tant que ce gouvernement sera dans une démarche de confiscation de pouvoir, on ne peut pas laisser la liberté aux gens d'entreprendre. Depuis quelque temps, quand même, le gouvernement fait appel de plus en plus au secteur privé pour supplier un tant soit peu aux difficultés constatées dans les structures d'État. Est-ce que ce n'est pas une solution? Je pense que c'est avant tout une fuite en avant, parce que si l'on va chercher des gens qui ont la compétence à l'extérieur et qu'on vient de les mettre dans un environnement où à eux tout seuls ils ne peuvent rien changer, eh bien on aura beau faire venir les meilleurs experts du monde, rien ne va bouger. Je pense que nous avons déjà eu dans ce gouvernement, dans les gouvernements au Togo, des hommes de compétences qui sont venus de l'extérieur. Beaucoup ont jeté l'éponge, hein, parce que c'est systémique. Ce n'est pas une question d'individu. C'est le système en place qui fonctionne comme ça, qui a l'esprit de confiscation de pouvoir et qui a l'esprit de prédation. Il faut que les mentalités de nos dirigeants changent pour que l'ensemble du système puisse se mettre dans un diapason de performance, de contribution à la création de richesses. Aujourd'hui, même dans les entreprises d'État, vous voyez les gens sont comme des fonctionnaires. Quand je dis comme des fonctionnaires, c'est-à-dire qu'on ne leur inculque pas l'esprit de productivité. Je ne jette pas l'anathème sur les fonctionnaires, mais une entreprise, dans un monde où l'économie est mondialisée, il faut que les entreprises soient performantes. Il faut donc qu'on inculque aux agents de cette entreprise-là la culture de la performance et la culture de la compétitivité. Moi, je suis un homme issu de l'entreprise. Je sais de quoi je parle. Et quand une entreprise veut être leader, eh bien, il ne s'agit pas de le proclamer sur de grands panneaux à travers la ville. Il faut mettre en place les mécanismes de méthodologie de travail, des mécanismes d'organisation, des mécanismes de rigueur dans le travail pour que chaque employé, chaque salarié puisse être un acteur de production de richesse de cette entreprise. Nous n'avons pas ça au Togo, nous avons le clientélisme, nous avons le favoritisme, nous avons la prédation de nos entreprises. Et dans ces conditions, vous allez voir, faisons le bilan dans quelques années pour voir ce que la gloire va nous donner. Face au clientélisme, qu'est-ce qu'il va falloir faire, justement? Non, il faut d'abord que les gens qui ont la direction du pays puissent comprendre que la gestion de la chose publique nécessite et exige de la probité, nécessite et exige l'équité dans le traitement des dossiers, nécessite et exige que l'intérêt de la nation soit mis devant les intérêts individuels. Malheureusement, vous allez voir qu'au Togo, les entreprises d'État sont des sanctuaires d'un certain nombre de personnes, et de leur environnement immédiat, de leur famille, de leur ethnie. Et les choses sont sanctuarisées comme ça. C'est quoi les sanctuaires? Le sanctuaire, vous connaissez le mot, hein, vous prenez le dictionnaire, vous allez comprendre. Les sanctuaires, c'est bien parce que ce clientélisme-là fait que on se retrouve avec ses proches, ses amis, ses copains, ses coquins. Et ensemble, on festoie sur l'intérêt des Togolais. Ce n'est pas acceptable que ce soit comme ça. Et si on veut que demain, le Togo soit prospère, il faut changer le mode de fonctionnement. Il faut comprendre que aujourd'hui, vous avez la responsabilité de la gestion des choses de l'État. Demain, ça peut être le rôle de quelqu'un d'autre. C'est ce que récemment l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, dénonçait quand il portait la critique sur les présidents à vie. Cette expression qui me dresse les cheveux sur la tête, président à vie. Eh bien, tous ces présidents qui ne veulent plus quitter le pouvoir et qui font tout pour s'y maintenir envers et contre tout, c'est inacceptable. C'est une dénonciation de plus. Kofi Annan, on le connaît pour son franc-parler, mais en réalité, en termes d'impact, ces dénonciations ne changent pas grand-chose sur la volonté de certaines idées politiques africaines à rester longtemps au pouvoir. Oui, mais c'est une voix qui vient s'ajouter à d'autres et le travail doit être fait par chaque pays et par les citoyens de chaque pays. Mais quand des voix autorisées de cette nature viennent apporter leur contribution, je pense que c'est considérable. Et ça rappelle à ces gens
avec qui il a travaillé quand il était secrétaire général de l'ONU, et que eh bien, la manière dont ils gèrent les choses de leur État ne correspond pas aux critères du monde actuel, ne correspond pas au modèle compétitif qui est instauré dans le monde actuel. Si nous voulons que nos pays se développent, nous devons respecter les règles de démocratie, les règles de l'alternance, les règles de transparence dans les élections. Et ça, c'est ce à quoi Kofi Annan a appelé le chef d'État. Parlons une dernière fois de la prochaine marche du PNP. Certains analystes font un parallèle ou une comparaison entre le leader de ce parti, Tipi Atchadam, et celui qui a été, il y a encore quelques temps, le patron du parti des Togolais, Alberto Olympio. Est-ce qu'il y a un parallèle entre les deux? Parce que oui, c'est des jeunes qui se sont révélés comme ça sur la scène politique togolaise. Est-ce que ce parallèle ou cette comparaison qui est faite, est-ce qu'elle est juste? Ben, si vous êtes en train de dire que le sort judiciaire qu'on a réservé à Alberto dans son parcours politique, et c'est celui qu'on veut aussi réserver à mon ami Atchadam, et je pense que les dirigeants togolais feraient mieux de regarder ailleurs et de fonctionner autrement. Parce que on ne peut pas continuer. Ce régime sera d'une manière ou d'une autre amené à laisser le pouvoir. Ceux qui font la comparaison ne pensent pas au sort réservé finalement à Alberto Olympio. En fait, c'est sur l'âge, oui, sur l'espoir suscité par Tipi Atchadam. Cet espoir, il avait été également suscité par Alberto Olympio à une certaine époque donnée. C'est bien pour ça que je dis que le modèle de fonctionnement du régime qui est d'étouffer les personnes qui émergent et qui apportent quelque chose dans la lutte, eh bien, ça ne peut pas continuer de fonctionner comme ça. Et donc, les Togolais auront toujours les ressources qu'il faut pour se lever et pour se dresser et pour défendre leur liberté. C'est ce qui est en train de se passer et c'est ce qui continuera de se passer jusqu'à ce que nous puissions avoir l'alternance dans ce pays. Il y a eu Alberto. Aujourd'hui, c'est vous, Nathaniel Olympio. Alberto, qu'est-ce qu'il devient? Il se porte très bien, il continue de se battre à l'extérieur pour les idéaux que nous avons, pour notre vision, et il continue à contribuer. Il avait beaucoup rêvé pour le Togo, et on le sait, et tout cela s'était contenu dans son livre. Oui, est-ce que ses rêves n'étaient pas trop grands pour lui? Vous pensez qu'un rêve est toujours trop grand? Non. Et si on ne pense pas grand, si on ne rêve pas, si on n'a pas de vision, on ne peut rien faire. Tout passe par la vision, tout passe par la manière de concevoir. Et il faut toujours voir grand, mais réaliser étape par étape. La vision dresse un cap, une orientation, un objectif à atteindre. Mais l'objectif, eh bien, on l'atteint en faisant des pas les uns après les autres. Nous sommes heureux de vous avoir eu comme invité ce jour. On vous laisse la possibilité de conclure cette émission. Alors, je suis heureux d'apporter une conclusion et elle sera très simple. C'est simplement de dire aux Togolais que aujourd'hui, nous sommes dans un environnement social et un environnement politique qui engendre la souffrance pour tout le monde. Et nous sommes en train de travailler pour que nous comprenions que la souffrance sociale et la souffrance politique eh bien, sont les résultats de la même cause et nous devons travailler ensemble. Et c'est ce à quoi les partis d'opposition sont en train d'œuvrer pour sensibiliser. Et j'appelle donc les citoyens togolais à être à l'écoute des partis d'opposition et dans les messages que nous adressons et dans la sollicitation que nous faisons pour qu'ils puissent apporter leur contribution dans le soutien qui peuvent être le leur dans les actions que l'opposition est en train de mener et envisage de mener. Il faut massivement soutenir les partis d'opposition. Nathaniel Olympio, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le président par intérim du Parti des Togolais. Cette émission elle s'achève. Je suis Pierrot à Thiobé. À dimanche prochain. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.